peu en quelque sorte toute la mini-partie regroupée, un peu la mini-partie regroupant en fait la présentation donc du roi de l'enfer, alias Mardgi, qui est mon personnage, enfin le méchant, un de mes méchants préférés dans Fairy Tail. Alors le problème c'est qu'il y a beaucoup de méchants de Fairy Tail, enfin un de mes méchants préférés avant c'était Jelal, le problème c'est qu'il est devenu gentil donc je peux plus vraiment le considérer comme vraiment comme vraiment méchant. Maintenant on a Zerev qu'on découvre de plus en plus, c'est vrai, mais il n'est pas vraiment un méchant. Enfin c'est dans le manga sans trop vous spoiler, mais voilà. Même dans l'anime, je veux dire, il a jamais vraiment été un vrai méchant, puisqu'on l'a jamais vraiment vu s'attaquer au héros de manière directe, comme le ferait un vrai méchant. Il y avait Acnologia, mais on sait pas tellement de choses sur lui, à part que c'est un dragon noir, et un ancien Dragon Slayer, ok. Mais Margui, en tant que méchant, avec Hades, et enfin je trouve qu'il a presque limite plus de mérite qu'Hades. Parce que Hades, il a quand même, c'est vrai, combattu les membres de Fairy Tail comme ça l'un dessus de l'autre, et en fait il a perdu tout simplement parce que le mec, voilà, il s'était fait piéger par Carla et Happy, donc le mec il a perdu son combat, sinon il aurait gagné, bien évidemment. Mais je sais pas pourquoi, mais je préfère quand même Mardgi, je sais pas, c'est peut-être son apparence en soi, bon certains diront que c'est un peu cliché, et que voilà, tout ça, c'est un peu chaud et tout. Mais j'arrive quand même à dire que ce mec quand même il en impose, parce que bon, Hades c'est vrai qu'il a successivement dû combattre plusieurs fois les membres de Fairy Tail, puis il a enchaîné Laxus, puis il a enchaîné Natsu en mode Dragon Force, Dragon Force, Dragon Fairy Tree, puis il a enchaîné Anno. Il a enchaîné de nouveau les membres de Fairy Tail. Je veux dire, le mec, il a combattu non-stop, tranquillement, tranquille, et il arrivait encore limite à gagner, quoi. Bon. Mardi, on l'a pas encore vu assez dans l'animé, dans le manga, oui, mais dans l'animé, jusqu'ici, il nous impose vraiment grave. Je veux dire, à travers ces épisodes, qu'est-ce qu'on voit? Donc, bon, évidemment, reprendre un peu tout ce qui s'est passé. Rapidement, en gros, on avait donc, on était là, on s'est arrêté la dernière fois, donc en gros, Lucie invoque donc le roi des esprits qui devait donc combattre Margui. Et donc, déjà, on sait à travers ce combat que Margui et le roi des esprits se sont déjà affrontés avant et que Margui visiblement avait gagné. Et qu'encore une fois, il est sûr qu'il gagnera parce que, voilà, le roi des esprits avait une faiblesse qui assurait donc sa victoire, qui assurait donc la victoire de Margui. Et cette faiblesse, c'était celle qui donc concernait surtout Lucie, puisqu'en somme, la puissance donc d'un esprit est liée à celle de la personne qui l'a invoquée. Et Lucie, ici, était très faible. Elle avait utilisé beaucoup déjà de magie avant, et en plus de ça, elle était blessée. Elle utilisait le peu qui lui restait pour le Urano Meteoria, ou Metria, je sais pas, ça dépend de la traduction, pour vaincre et tuer, parce que bon, dans le manga, il est un peu mort alors qu'il disparaît je crois, donc il est techniquement mort, voilà, même si dans les c'était pas très clair, mais bon bref, en tout cas pour battre Jackal, et après s'évanouit de ce fait là, justement le roi des esprits perd de sa puissance et au final justement disparaît. Mais il ne disparaît pas pour rien puisqu'il arrive justement à dissiper l'effet d'Allegria pour rendre donc l'apparence normale aux autres membres de la guilde qui étaient piégés. Et par la même occasion justement arrive à infliger une sorte de sort de pétrification, je sais pas trop quoi, à Margui, mais bon, qui n'aura pas duré très longtemps. Bref, du coup dans leur combat, je m'attendais, dans le manga, c'était une scène que j'avais kiffé, et dans l'animé, voilà, l'arrivée du roi des esprits, bien que j'avais déjà dit que je m'attendais peut-être à une musique un peu plus dynamique, mais au final une musique très épique comme celle qu'on a entendue dans l'animé était aussi bien. Et c'est un moment donc j'attendais beaucoup, et le combat au final, je sais pas pourquoi, mais je la préférais quand même dans le manga. Maintenant évidemment elle reste pas moins sympathique à regarder, mais au final quand on regarde bien ce combat en lui-même, il y a beaucoup de blabla quand même, il y a beaucoup de blabla. Je sais qu'il y en avait quand même dans le manga, mais il y en avait moins. Parce que dans l'animé, ils font référence donc de ce qui s'est passé dans l'arc des esprits corrompus. Vous savez, l'arc où justement les esprits se rebellent et tout. Et bah, évidemment, ça s'est jamais produit dans le manga. Et donc ils en faisaient aucune référence. Ici, c'est le cas. Ici c'est le cas, donc ça fait un peu d'extra, de blabla un peu extra. Je trouvais ça dommage parce qu'au final il n'y avait pas vraiment de rapport si ce n'est que rallonger un peu la scène. Mais bon voilà, je sais aussi que l'arc des esprits c'était surtout pour rappeler un peu aux gens qui étaient les esprits et le roi des esprits lui-même, puisque de toute façon on en fait référence ici. Hein. C'est comme le fait de revoir les membres de Ration 16 ici, et ben ils ont fait un arc avant pour les réintroduire pour pas qu'on les oublie. Enfin voilà, c'est une manière de parler entre parenthèses, enfin c'est une façon de dire entre parenthèses, évidemment que c'est peut-être pas la seule raison, mais c'était une bonne excuse en tout cas. Donc le combat entre les deux continue. Et au final, on n'a pas eu de ce que j'attendais comme info, c'est-à-dire comment et pourquoi ils se sont affrontés avant. Parce que le roi de l'enfer, donc Margui, s'étonne déjà que quelqu'un comme quoi est quelqu'un capable d'invoquer le roi des esprits. Il s'étonne de ça. Et c'est un truc dans le manga, je vous le dis maintenant honnêtement, cette réponse n'a jamais été apportée. On ne sait pas pourquoi, ni où, ni quand exactement ils se sont affrontés ou pas dans le passé, mais là, c'est clair. Ils se sont affrontés dans le passé. Dans le manga, ça n'a jamais vraiment été dit, mais mais on s'en doutait puisque les mecs se connaissaient. Genre, hein, te voilà, Margui, le roi de l'enfer, toujours apporté ce livre. Donc, à l'époque où ils se sont affrontés, Margui avait encore le livre de End avec lui. Et Margui avait gagné le combat. Donc, la question que je me pose, c'est qui a été capable dans le passé d'invoquer le roi des esprits. Et si ça impressionne même Margui,
c'est qu'il faudrait déjà quelqu'un de sacrément puissant. Donc déjà, ça rajoute du mérite à Lucie. Mais surtout, on pourrait se demander, mais qui a été capable de faire ça? Parce que invoquer le roi des esprits, comment il faut faire? Il faut briser une clé d'or. Il faut briser une des clés d'or. Et avoir un lien très puissant avec lui. Mais le problème, c'est que si quelqu'un a invoqué dans le passé, justement, le roi des esprits, c'est qu'il a brisé une clé d'or. Or, on sait que toutes les 12 clés sont encore intactes. Enfin, jusqu'à maintenant qu'Aquarius, la clé a été détruite par Lucie pour invoquer cette fois-ci le roi des esprits. Mais dans le passé, quelqu'un a dû en détruire une. Et donc de ce côté-là, ça voudrait dire que normalement on devrait avoir au moins une clé paumée quelque part. Mais non, justement, on sait où étaient toutes les 12 clés jusque-là. Donc on pourrait se dire, maintenant, si la personne dans le passé a détruit une clé d'or, comment ça se fait qu'il y a toutes les clés maintenant qui étaient, enfin jusqu'à maintenant, étaient encore intactes? Est-ce que la clé d'or qu'il a brisée s'est reconstituée, a été reforgée? Je sais pas. Question. Alors maintenant, ma théorie pour répondre à ça, c'est que c'est un rapport avec la clé du serpentaire. On sait, Lucie, au moment où elle a vu, donc que Yukino allait invoquer donc, le serpentaire, donc le 13e soi-disant esprit, bon, elle avait parlé de cette histoire comme quoi voilà il y aurait un 13e esprit caché, voilà, bon, bref, qui était donc Ophiuchus, hein, c'est celui dont le serpentaire, c'est ça que je veux dire. Et donc peut-être que dans le passé, avant cette clé d'ailleurs qui n'est même pas en or, hein, mais qui a une apparence un peu spéciale, au final cette clé n'était pas donc une clé comme elle l'est maintenant, mais avant elle était une clé d'or. Et donc le précédent propriétaire a certainement dû donc utiliser sa clé pour la briser, voilà, et a invoqué le roi des esprits. Plus tard, je sais pas pourquoi, mais la clé peut-être a été reconstituée dans une vieille clé rouillée ou un peu mauvaise, mais qui au final a permis donc de réinvoquer justement Aquarius. Donc ce que je me dis c'est que et c'est pour ça d'ailleurs je pense que Yukino d'ailleurs a toujours ses clés, parce qu'à chaque fois qu'on parlait des clés d'or et qu'il y avait un ancien proprio, à chaque fois le proprio perdait, donnait ses clés, et Yukino d'ailleurs avait tout pour donner ses clés à Lucie, mais elle a refusé d'ailleurs. Donc si l'auteur déjà offre l'occasion à Lucie d'avoir les clés, mais que celle-ci refuse, c'est que l'auteur veut mettre en avant le fait que justement Yukino va garder ses clés. Mais il y a une raison particulière pour ça, je pense que c'est parce que dans le futur, Yukino confiera effectivement ses clés peut-être à Lucie momentanément, je ne sais pas, mais ça arrivera. Et Lucie, je sais pas, avec les 12 clés, arrivera peut-être à reforger une ancienne clé perdue, et voilà, invoquer le roi d'esprit sans devoir en perdre une seule. Je sais pas, un truc comme ça. Voilà, parce que l'ultime power-up de Lucie, c'est d'invoquer le roi des esprits actuellement parlant. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est un élément que je pense pas beaucoup de gens peut-être ont soulevé, mais je suis en tout cas là pour vous le dire. Voilà, c'est pas non plus un élément super génial, mais bon, je pensais que c'était intéressant de soulever ça. Bref, au final, le combat donc se termine sur une sorte de match nul, même si c'est vrai que Margui avait clairement l'avantage, et c'est pour ça que je kiffe ce perso, parce que le mec tranquille, il reste au calme, il voit le roi des esprits tranquille, il explose sa base, le Pluto Green qui met à terre, à l'aise, il arrive, le roi des esprits qui d'ailleurs impressionnant arrive à balancer une sorte d'attaque slash comme ça qui coupe le pays en deux, enfin bon j'exagère. Mais en tout cas, un combat donc très impressionnant, et on découvre surtout la malédiction, la vraie malédiction donc de Margui, qui est celle donc liée au pouvoir de contrôler les ronces. Des ronces et des sortes d'arbres, enfin des ronces qui au final, enfin au début me paraissaient pas très impressionnantes, mais qui le sont vraiment au final. Donc voilà, bon. Après pour la suite, donc c'est une suite un peu encore une demi-teinte, puisque on est concentré vite fait sur le combat entre Erza et Minerva. Bon voilà, c'était un combat qui, on va dire, m'intéressait pas trop, parce que comment vous dire, c'était, je veux dire, on a déjà eu 2 affrontements avant, mais ce troisième ici, on sentait pas déjà une intensité éventuelle qu'on avait eu vite fait aussi durant les jeux magiques et même durant l'arc des géants, c'était pareil. Et je pensais que leur troisième affrontement, ils allaient tout donner, mais au final, c'était pas le cas. Alors même que lors de leur deuxième affrontement dans le village des géants, et ben Minerva avait dit qu'elle avait un plan pour contrer l'armure de Nakagami, donc l'armure qui a permis donc à Erza de gagner et de one-shot donc Minerva, puisque cette magie-là avait des propriétés incroyables, qui pouvaient couper et briser les lois de la magie, donc déjà des pouvoirs super abusés, et genre l'armure cheatée par excellence. Et Minerva avait un moyen de contrer ça, et moi j'étais super intéressé de voir ça, et je me suis dit putain, pour le troisième affrontement, Erza va réutiliser l'armure de Nakagami, et bah non. Non, le combat en fait a été une sorte de prétexte pour explorer un peu évidemment le passé de Minerva. Au final, c'est pas un très gros problème. D'ailleurs, je trouve que l'anime encore une fois a fait un bon boulot, puisqu'il a rallongé le passé de Minerva en enlevant certains détails, comme quoi je pense que, mais je me souviens même plus si ça a été mis dans l'anime, mais je crois que ça a été enlevé, comme quoi Minerva devait se mettre à poil, dans le manga elle devait se mettre à poil. Ici ils ont mis en avant plutôt, genre en fait c'est une sorte de lien, parce que genre le père de Minerva, donc j'ai oublié son nom, mais en tout cas cet enculé, l'ancien boss de Sabertooth, avait dit à Yukino de se mettre à poil quand elle avait perdu son combat. Et dans le flashback, dans le manga, il avait demandé la même chose à sa fille Minerva avant. Et il avait dit de rester comme ça dans la jungle jusqu'à ce qu'elle arrête de pleurer ou je sais pas quoi. Et donc, voilà, Gema, voilà, excusez-moi, putain, j'étais en train d'essayer encore une fois de me blé, le temps de retrouver le prénom. Je sais pas pourquoi j'ai oublié. Je sais pas pourquoi je pensais à Genma, mais c'est vrai, c'est Gema, voilà, Gema. Donc,
ou JMA, enfin peu importe, mais en tout cas, donc ce connard, il avait fait ça dans le manga. Dans l'anime, il avait envoyé sa fille combattre un type et tout, et au final, il avait plus ou moins gagné le combat, ce qui était pas trop mal, puisque bon, voilà, ça permettait de mettre en avant encore plus ce passé, où justement la fille était un peu endoctrinée dans l'idéal de, voilà, il faut être les plus forts, parce qu'on est Sabertooth, on doit être les plus forts, voilà, fin de l'histoire, on doit être comme ça. Et c'était pas plus mal, parce que ça permet de comprendre pourquoi Minerva agissait de la sorte, et donc on comprend qu'encore une fois, c'est juste une âme torturée par un parent, par un père, un mauvais père, et je veux dire, depuis le début de Fairy Tail, on a vraiment le meilleur des concours pour les mauvais pères, hein, parce que, enfin non, excusez-moi, je raconte, j'avance un peu, mais en tout cas, les pères, le sujet des pères, des mères, enfin de la famille, c'est, je pense, effectivement, encore une fois, le vrai thème principal de Fairy Tail, les liens du sang et de la famille. C'est vraiment un truc très important, alors que dans Naruto on avait vite fait entrepris ça, alors qu'au départ le thème de Naruto c'était la solitude et les efforts, l'exclusion, mais au final il y a eu d'autres thèmes, comme quoi les rapports, les liens de sang, tout ça qui a été mis en avant. Mais dans Fairy Tail, bien que ce soit parfois assez cucu, évidemment je pense que ils mettent bien plus en avant ce côté familial, bon pour d'une bonne ou mauvaise manière, ça dépend des fois, mais je pense qu'ils le mettent bien plus en avant. Bon maintenant, évidemment on n'allait pas chercher une symbolique très forte, hein, ça c'est clair ici, Sabertooth. Minerva quand elle était à Sabertooth, elle a été maltraitée, un peu genre, voilà, endoctrinée, fin d'histoire. Donc la meuf commence à chialer, évidemment Erza, voilà, n'a pas envie de combattre parce qu'elle sent que Minerva non plus n'a pas envie de combattre, et on sentait nous aussi que c'était un combat pour le combat, et on sentait pas de fun, je veux dire un vrai combat à mort, enfin pas à mort, mais bon un vrai combat c'est un truc qui dure au moins plus d'un chapitre, merde. Et c'est un des trucs que j'avais arrêté de parler pendant un moment, mais j'en avais dans le manga et même dans l'anime, ce que j'ai trouvé un peu assez chiant, c'est qu'on est plus ces longs combats bien cool. Je veux dire, dans beaucoup de mangas, les combats entre un méchant et un gentil, ça durait un certain moment, ça avait une certaine durée. Je veux dire, le héros principal, genre Natsu par exemple, contre Gajit, ça avait duré pratiquement un tome, mais plusieurs chapitres. Alors que les combats par la suite, putain, mais c'était des chapitres, de 2 chapitres grand max par combat. Je sais qu'il y a beaucoup de personnages qui doivent combattre, mais bordel, il faudrait quand même accorder un certain crédit à certains personnages. Et certains pourraient dire alors, oui, mais c'est parce que Natsu combat tout le temps, donc tout le temps lui faire des longs combats. Et oui, justement, foutez-lui des longs combats, peut-être moins nombreux, mais des plus longs. Comme ça, vous avez aussi des occasions de mettre les autres en avant. Voilà, et au moins ça saoulerait moins que les gens qui disent ouais mais Natsu il gagne, c'est toujours lui qui s'occupe des méchants, blablabla. Bref, justement ça c'est l'occasion parfaite pour le faire. Je vais prendre un manga comme Samurai Deeper Kyo. Putain, c'est le manga par excellence qui te fait des combats longs. Les combats dans leur mise en scène sont très bonnes. T'as une situation de départ, t'as le méchant, t'as le gentil. Il y a l'autre qui fait ceci, l'autre qui fait cela. Il y a un power-up, l'autre un power-up. Il y a les flashbacks qui expliquent leur passé. On comprend leur motivation, on comprend leur passé, on comprend leur désir. Bam, le gentil gagne ou perd parfois, enfin bref. Mais le gentil en grande partie peut gagner pour une raison qui est liée à son passé, à ses convictions, à ses idées, à son objectif. Et le méchant perd parce qu'il a été plus faible que lui justement de ce côté-là. Bref, et le combat pouvait durer 8 chapitres, 7 chapitres, et c'était assez bien, c'était intéressant. En plus de ça, le combat certes était long, les phases de fight rapide comme ça faisait pas 8 chapitres tout aussi long, mais il y avait quand même un blabla derrière qui faisait que justement on avait vraiment l'impression d'être un combat, ils s'échangeaient, ils parlaient, mais en même temps ils s'affrontaient, ils lançaient des techniques très intéressantes, et c'était très cool. Mais dans Fairy Tail, ça manque de ce côté-là dans le manga. C'est pour ça que je kiffe parfois l'anime parce que justement il rallonge des combats. Bref, excusez-moi, c'est un petit aparté. D'ailleurs, je le dis maintenant, mon combat préféré dans Fairy Tail jusqu'à présent, c'était mon combat préféré dans Fairy Tail, en tout cas dans la première partie, c'est Erza contre Azuma. Très bon combat. Et Jelal Natsu. Mais ça, c'était mes deux combats préférés. Mes deux combats préférés. Enfin, j'en ai certainement un autre, mais j'ai oublié sur le coup. Bref, je dois réfléchir assez vite là. Bref, du coup, pour la suite, donc, ils se pardonnent un peu, les deux se pardonnent. Et là, on a justement le roi de l'enfer qui arrive. Parce que le mec, il s'est libéré évidemment de l'emprise, donc de la malédiction enfin, la malédiction du sort, donc du roi des esprits. Et arrive justement pour leur faire part d'une autre info également. C'est que justement, le mec, eh ben, voilà. Il avait tout prévu, parce que Wendy avait réussi à arrêter donc le Face, le projet Face, mais en réalité il n'y en avait pas qu'un seul, il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs Face qui étaient apparemment, qui ont poussé par-ci par-là, tout dans tout le pays, il y en a 3000 bombes ou je sais pas quoi. Enfin je sais plus combien de bombes exactement il y en avait, mais il y en avait beaucoup plus. Donc Wendy du coup se coupe les cheveux en même temps quand elle avait vu la scène, et après dit il faut arrêter de pleurer, voilà, on a le temps, on n'a plus le temps de pleurer, il faut progresser, il faut avancer, on n'est plus là comme ça. Ce qui permet de dire que maintenant Wendy n'est plus vraiment une petite chialeuse, mais justement a un peu mûri de ce côté-là. Bon. Maintenant, quand Erza et Minerva évidemment ont entendu la nouvelle, voilà, ils étaient choqués, mais bon voilà. Du coup après, Mardiv décide de faire un peu le ménage et dit voilà, je vais devoir sortir les poubelles parce que le mec évidemment avec son Allegria les avait supprimés, mais à cause du roi des esprits, putain le mec il doit maintenant se charger du ménage lui-même. Et le gars tranquille, hein, il arrive avec son livre, mes chers humains, bonjour, me voilà. Bref, et justement il s'apprête à buter Minerva. Déjà Erza d'ailleurs à ce moment-là il est en train de dire c'est toi le maître de la guilde, et là Mardi ouvre les yeux genre quoi, tu oses me comparer au maître End, mais genre la petite case dans le manga et même dans l'anime tu vois la scène où le mec il ouvre les yeux,
dès qu'il a entendu ça, le mec ça se voyait, il disait putain, me compare pas à mon maître, s'il te plaît, c'est l'insulter quoi. Donc bam, il les repousse tous les deux. Et au moment où on pensait que Minerva donc allait crever en protégeant soi-disant Erza, enfin à la place d'Erza, peu importe, on a donc l'apparition soudaine des dragons jumeaux, donc Sting et Rogue, qui arrivent à ce moment-là avec déjà quelques petites erreurs dans l'épisode après où ils sont arrivés, parce qu'à un moment donné, je veux dire, Sting a ses gants, et après il les a pas, enfin je vais vous mettre 2 images comme ça vite fait pour que vous voyez. Alors c'est un truc, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, mais je trouve que ce genre d'erreur, ouais, enfin, je veux dire, ça peut parfois passer, parfois pas, enfin, je sais pas, mais je vais mettre ce truc-là en suspens. Hein, je vais mettre ce truc-là en suspens pourquoi? Parce que il y a le trailer il y a un trailer de l'arc Tartaros où on voyait plus ou moins les futurs fights. Et dans ce trailer, tu avais l'animation qui était magnifique. Tu avais des scènes de combat, c'était super bien, t'attendais de voir un truc comme ça. Mais déjà, tu vois déjà des petits changements au niveau Lucie, t'as un plan de Lucie qui n'a jamais été vu. Lucie qui crie Natsu alors qu'au final c'était une scène où il criait tout bêtement parce que Aquarius venait de disparaître, enfin elle avait perdu sa clé. Et là, t'as l'apparition de Stinger Rogue. Et le premier truc que j'avais remarqué, c'était que Rogue déjà n'avait plus le même type de design sur ses vêtements que dans le manga. Parce que dans le manga, en fait, le côté où il est fringué comme ça, il y avait plein de petits symboles noirs comme ça. Un peu comme des taches à la Chronologia. Non, je déconne, n'allez pas chercher un truc secret là-dessous. Mais un peu comme ça. Et dans l'animé, ça a été enlevé. Bon, j'imagine que c'est pour aller plus vite, parce que voilà, c'est plus facile à animer, ou j'en sais rien. Bon, au final, c'est pardonnable, évidemment, voilà. Mais donc, Sting, vous voyez ses gants, enfin, le truc qu'il a autour des bras, parfois il les a, parfois il les a pas, genre un plan il les a, tout de suite après il les a pas, et en plus ça se voit très facilement, donc je veux dire, allez quoi, le petit souci du détail quand même, je veux dire, c'est pas compliqué de coloriser des bras en noir, enfin non, je dis ça alors que j'en sais rien du tout, mais je déconne. Mais en tout cas, c'est un détail qui se loupe pas, je pense que vous avez été nombreux à le remarquer. Bref. Et donc leur combat commence, évidemment, parce que à la base, Sting et Rogue devaient se ramener dès qu'ils avaient entendu, donc, enfin dès qu'ils avaient reçu la lettre d'Erza, parce qu'avant, ils avaient contacté... Sabretooth parce que suite à l'arc des géants, justement Erza avait prévenu Sabretooth qu'ils avaient revu Minerva et tout le tralala. Mais apparemment la lettre d'Erza était mal faite et je sais pas, Rogue, non, Rufus et Yukino avaient pété un câble en essayant de déchiffrer le truc, ils allaient mourir. Enfin bref, un petit moment d'humour, d'ailleurs il y avait encore des lignes supplémentaires par rapport au manga où c'était assez bouclé. Bref, et donc ils sont un peu arrivés en retard, mais les voilà quand même, donc ils demandent à Erza de se charger donc de la protection de Minerva et de Frosh et de Vector. Et donc la petite joyeuse bande s'en va, en encourageant Margui. Et donc les dragons jumeaux se lancent dans le combat contre Margui. Bon, alors là le Margui, comme je vous l'avais dit, pourquoi je le kiffe? Parce que le mec est encore, maintenant il enchaîne le roi des esprits, maintenant bam, il enchaîne avec Sting et Rogue. Bon, j'ai pas envie de dire que Sting et Rogue c'est un gros danger, parce que bon, entre Rogue, le mec qui attaque toujours par derrière, regardez l'épisode, il attaque toujours par derrière, voilà, pratiquement toujours par derrière dès qu'il a l'occasion. Et on a Sting, le fanboy de Natsu. Attention, Margui, c'est un des gars qui gère la guilde, il est légèrement très fort, il vient de combattre en combat singulier le roi des esprits ou je sais pas quoi. Bon, il a pas dit ça, mais nous on le savait. Donc faites attention, il est très très puissant. Et là t'as Sting qui fait, il est certainement pas aussi fort que Natsu-san. Putain Sting, t'es vraiment une de ces fangirls, bam bam dans ta gueule. Non sérieusement, bref. Donc le petit combat au final qui nous laisse ce petit goût amer, hein, parce qu'on sait que Margui n'est pas à fond, le mec il est toujours en sourire genre voilà, j'arrête tes attaques, oh ton cri du dragon de lumière, bah je l'arrête et je le balance derrière moi. Voilà, bref, du coup même Sting et Rogue sont là en train de dire hey, combat sérieusement. Et le mec, Margui nous fait son petit blabla, un petit speech comme ça sur les humains en disant je comprends pourquoi Kyoka vous aimez bien. Vous êtes tellement persuadé de gagner, vous ne savez même pas à quel point vous êtes débile, ça en est quasiment touchant. Et là t'as un gros plan sur le visage de Margui que je mettrai certainement en miniature. Le gars qui est limite amoureux des humains tellement ils sont cons. Et donc je sais pas pourquoi, mais dans le manga c'était une grande page comme ça sur Margui, je sais pas pourquoi, mais voilà, je trouvais ça, je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça spécial, comme si je m'attendais à un truc qui n'est jamais arrivé. Bon, bref. D'ailleurs, un petit truc, c'est vrai, mais c'est quand Frosh et Lector étaient sur le point de se barrer et qu'ils avaient fait leurs derniers encouragements à Sting et Rogue, il y avait Margui qui leur a jeté un petit regard dans le manga. Et il y avait une théorie comme quoi en fait certains disaient que c'est en fait Margui qui va tuer Frosh et que c'est pour ça que Rogue du futur était devenu méchant et je sais pas, il y avait un truc qui va changer dans le futur, bref. Mais au final on voit que dans l'animé, le regard n'était pas pour Frosh et les autres, mais le regard était en fait pour Sting et Rogue. Donc c'était une erreur, mais bon c'est un truc que j'avais soulevé à l'époque, mais maintenant ça clairement ça n'a rien à voir, donc voilà. Il fallait que je le dise. Donc leur combat continue et d'ailleurs j'ai pas été mécontent de leur combat puisqu'il était assez, je veux dire le début était bof, mais là il y a une partie où les mecs commencent à être sérieux, genre voilà on ne laissera pas toucher à nos amis tout ça, et donc là ça devient un combat plutôt agréable et Margui il enchaîne donc comme je l'ai dit les combats et il se démerde bien le mec hein, parce qu'il n'a pas peur, voilà il voit 2 Dragon Slayer qui arrivent comme des couillons, voilà on sait pas quel progrès ils ont vraiment fait, mais en tout cas ils arrivent vite fait à ralentir Margui. Bon le mec continue donc avec ses attaques liées au ronces et limite il y a des explosions et tout le tralala, mais bon voilà. Et ensuite on avait la partie donc Natsu, Gagil,
Juvia donc qui était venu Juvia oui qui était venu donc rejoindre Lucie qui était encore à terre mais qui était sur le point de se faire baiser par les autres membres du Kukimon donc alertés qui sont venus donc Silver, Kiss et Tempesta. Il y avait aussi non Silver, Kiss, Tempesta et l'autre là comment ça s'appelle merde attendez j'ai retrouvé Kiss, enfin je sais qu'il y avait Grey aussi. Il y avait Torafusa, putain à chaque fois j'oublie son nom, Torafusa, voilà. Et donc du coup, il y avait cette scène où chacun d'entre eux arrivait l'un après l'autre, t'avais Juvia, puis après t'avais Kiss, puis t'avais Silver, Grey, Tempest, enfin ils sont tous arrivés les uns après les autres, c'était une scène assez cool je trouve, où justement je pensais qu'on allait avoir un combat 4v4, et c'était cool parce que j'avais déjà dit plusieurs fois, je le dis encore, et toujours, je le dirai encore, que Mashima s'en sort très bien dans les combats à plusieurs, hein, contre Natsu, Rogue, Natsu contre Sting et Rogue, ça passait même si le fond du combat était au final scandaleux, Gagil, Natsu contre Lexus, c'était cool. J'ai eu un membre de la Team Fairy Tail contre Hades, c'était cool. Ça, c'était des combats qui passaient très bien. Mais et justement, parfois, ça justifiait une éventuelle victoire, mais bon, vite fait, quoi. Enfin, parce qu'au final, c'est toujours un 1vs1 qui a lieu. Bref, mais donc, du coup, chacun son adversaire. Donc, Natsu contre Tempesta, Gaji contre Torafusa, Juvia contre Kiss, et on avait donc un Silver qui s'est lancé sur Grey, qu'il avait justement reconnu. Bon, on savait qu'il y avait un lien entre les deux, et on n'avait pas vraiment de réponse. Et là, justement, on se dit, putain, voilà, on va avoir la réponse qui va être enfin lâchée. Et donc, Silver se balance directement sur Grey, et bam, les gars sont téléportés donc à côté, et justement, Natsu et les autres qui sont restés, donc combattent les autres membres du Kikimon qui sont restés. Bon, c'était une partie assez bof puisque c'était en fait le moment où l'auteur a réussi en quelque sorte à mettre un peu en arrière certains membres de Fairy Tail et certains membres du Kikimon pour laisser le champ libre au développement d'un autre combat plus important, Silver et Grey. Parce que ce combat là justement on apprend quoi? On apprend qu'au final Silver donc est en réalité Deliora. Deliora qui a utilisé le corps du père de Grey. Voilà, je fais pas de blabla pour essayer de vous présenter la chose, j'y vais direct parce que j'assume que vous avez vu l'épisode. Donc on apprend ça. Et justement, Kiss fait un parallèle puisqu'on apprend aussi que ce gars est un nécromancien parce que justement, on sait que les projets Face a été réactivé. Et Margui avait expliqué que dans leur guilde, il y avait un nécromancien qui est capable de contrôler les cordes jusqu'à une certaine manière. Et donc de ce côté-là, on a un retour sur Kiss. Donc on comprend que Kiss est le nécromancien, parce qu'il connaît Silver. Et on sait que Silver, voilà, Silver c'est le cadavre du père de Grey qui était décédé, voilà. Donc on comprend vite fait que Kiss a quelque sorte ressuscité un peu le corps de Silver qui a ensuite été possédé par Deliora et ensuite a été reconstitué en un seul modèle ou un truc comme ça. C'est assez clair comme développement. Mais justement, un point très important, enfin pas important mais intéressant à soulever, c'est encore une fois le parallèle Grey-Juvia concernant leurs deux adversaires. Je veux dire, c'est un truc qui arrive assez souvent, et je l'avais dit souvent que Juvia, je trouvais dommage que ce soit un personnage accessoire qui orbite uniquement autour de Grey. C'est-à-dire que t'enlèves Grey, Juvia, on arrive limite à être effaçable dans l'histoire. Parce que dès que t'as Grey, t'as Juvia. Mais dès que t'as Juvia, t'as pas forcément Grey. Et donc du coup, dans le Tenrojima, t'avais Grey contre Ultia. Et justement, Juvia combattait qui? Meredi. Meredi qui était lié à Ultia et qui voulait aider Ultia à tuer Grey. Mais Juvia, justement, c'est la pote de Grey, enfin c'est la meuf de Grey, on est pote meuf de Grey, peu importe, et devait donc combattre l'homologue de justement l'adversaire de Grey. Ce qui faisait un lien, donc t'avais les deux gentils qui sont liés contre les deux méchants qui sont aussi liés. Et là encore une fois, t'as pareil, t'as Grey qui combat justement son père, et d'un côté, tu as Juvia qui combat le nécromancien qui a utilisé donc sa malédiction pour manipuler, ressusciter vite fait, Deliora, le cadavre de Silver, machin. Bon. Et donc, c'est encore une fois pour dire que justement, Juvia, putain, tu veux pas lui filer un combat à part sans que son combat à elle n'ait un rapport avec Grey. Ah oui, et c'est ça qui est vraiment dommage. C'est parce que je trouve que Juvia il y avait moyen qu'elle gagne en indépendance au niveau de son personnage. Parce que quand on l'a connue, c'était une personne qui, voilà, que dès qu'elle allait quelque part, il pleuvait, elle était toujours rejetée, voilà, et c'est pour ça qu'elle est allée à Phantom Lord, parce que là, on l'a acceptée, elle est sa force, et voilà. Et au final, elle est en kiff sur Grey, parce que voilà, suite à leur combat, elle a enfin pu voir le ciel, et en quelque sorte, elle était un peu libérée d'une sorte de poids. Donc, au-delà du fait qu'elle le trouvait surtout super mignon, super beau, et le fait que ce soit un match de glace, voilà, que la meuf est en kiff dès le début, au-delà de ça, il y a aussi cette question, enfin cette idée que Grey l'a aidé dans sa vie. Et au final, elle est totalement amoureuse de Grey, voilà, définitivement jusqu'à sa mort. Donc, voilà. Et donc, comme je l'ai dit ici, Juvia donc se frotte à ce nécromancien. Bon, donc on explique aussi que donc à la base le père donc de Grey était mort, mais que Deliora qui était emprisonné dans la glace a utilisé son corps pour se réfugier et il a été ressuscité avec le Hellscore et tout. Mais on sait que vu que qui c'est un nécromancien, forcément qu'il a mis la main à la pâte dans l'histoire, et de toute façon le mec est au courant. Il est au courant de ce que faisait, de qui est Silver et qui était Grey, parce que dans les épisodes précédents il y avait des indices sur le fait qu'il le connaissait déjà. Donc il n'est pas étranger à la situation. Et bref, leur combat, donc, le combat de Grey et de Silver est donc en train de commencer, et qui se termine sur une note assez négative sur Grey, comme quoi celui-ci va éventuellement choisir le même destin que son maître, c'est-à-dire le fait d'utiliser l'Ice Shield et donc se sacrifier pour vaincre son père,
ici. Donc je trouvais cette révélation dans le manga assez surprenante. Moi je l'avais pas vite fait vu venir, enfin je me doutais que il y avait un lien avec Grey, mais certains avaient vraiment vu loin. Moi je me suis dit bêtement c'était le père de Grey, voilà. Mais c'est vrai que certains moments c'était assez douteux, il y avait des moments assez bizarres comme quoi genre Natsu était enfermé et Silver avait un commentaire genre quand il avait vu Natsu enfermé, Natsu, toutes les personnes possibles c'est Natsu qui est là. Voilà, comme s'il le connaissait. Moi à ce moment là les gens se sont dit putain Silver en fait c'est Grey du futur ou un Grey alternatif ou je sais pas quoi. Et au final c'est vraiment Silver. Donc quelle est la raison pour laquelle il a fait ce commentaire à la base, j'en sais rien, mais bon voilà. Du coup, ces 3 épisodes donc se sont vite enchaînés, et donc on mettait surtout en avant Margit qui a combattu le roi des esprits, et Sting et Rogue, on a vu aussi Minerva et Erza, le retour donc de Sting et Rogue pour les sauver, bon voilà, ça passe. Natsu et les autres donc qui combattaient vite fait les autres membres du Kikimon, mais encore une fois ce sont des combats en stand-by qui permettent justement de justifier le fait que voilà, il se passe pas grand chose là, c'est en mode suspens, c'est des combats un peu, voilà, on se tape, mais il n'y a rien qui se passe, ça évolue pas, pendant justement les vrais combats eux évoluent, donc Grey et Silver. Et les épisodes qui vont suivre justement sont consacrés à Grey et Silver. Et je vais vous dire, c'est normalement une des meilleures fights donc de cet arc Tartaros, enfin une des meilleures, pas la meilleure, mais une des meilleures. Et les gens, j'ai envie de vous dire un truc, envie de vous dire un truc, c'est que là j'ai pas envie de me faire arnaquer. Parce que comme je vous l'avais dit sur ce trailer de l'arc Tartaros, je peux pas mettre d'extrait sinon on va me faire chier, enfin au niveau des droits, donc j'essaie d'éviter, mais bordel, dans le trailer, t'avais vu un combat où Grey se déplaçait vite dans les ciels en faisant des sortes de boucliers dans lesquels il pouvait se poser. Il y a intérêt à ce que ce genre d'animation se retrouve dans l'épisode qui va arriver, qui va être consacré au combat. Il y a intérêt. Parce que j'ai envie de dire, putain, ils nous ont foutu un trailer, qui nous ont montré des scènes super loin dans l'arc, et qui était super bien animé, dynamique, rapide, voilà. Bon, il y avait des petits erreurs parfois par-ci par-là, mais en grande majorité, le trailer il était magnifique, et ça me donnait envie de voir. Je m'attendais, putain, tout l'arc va être super bien animé, ça va être cool. Et en fait, à certains moments, ça allait pas. Et donc, j'ai envie de voir. Parce que si c'est le cas, putain, mais la partie où on voyait Sting et Rogue combattre dans le trailer, oh là là, si vous voulez voir, si vous ne savez pas de quelle vidéo je parle, tapez sur YouTube, Fairy Tail, espace Tartaros, espace PV2. Ou PV, peu importe, mais je sais pas, la lettre PV, bon, et vous allez voir le truc. C'est des scènes qui regroupent en gros, à partir du moment où Natsu dit c'est la guerre, jusqu'à Natsu, enfin jusqu'à ce qu'on voit Margit et tout, bon, voilà. Donc du coup je vais arrêter la vidéo ici, parce que ça c'est long je trouve, mais bon, on parle de 3 épisodes quand même. Donc des épisodes qui font que nous progressons assez correctement dans l'arc Tartaros. À la base, les 2 derniers épisodes avant étaient consacrés donc à la présentation de Margit en tant que roi de l'enfer. On voit qui il est et on voit plus ou moins sa puissance. Le mec est clairement l'antagoniste principal pour l'instant de l'arc, le Big Boss, hein, donc l'équivalent d'une sorte de Zéro d'Horation 16 et de Hades justement dans l'arc concernant Grimoire Heart. En attendant que justement End éventuellement se pointe, parce qu'évidemment End est encore enfermé. Donc si le projet Phase réussit, nos amis sont foutus. Mais d'un côté on verra le méchant. Et si le méchant arrive à sortir, ils sont de toute façon foutus. Parce que putain de merde, End, c'est le maître de la guilde. Et si déjà Margit est capable de buter le roi des esprits et d'enchaîner rapidement comme ça Dragon Slayer, comme si c'était de la merde avec son petit doigt, oh putain de merde, ils sont vraiment dans la chiasse. Si en plus de ça, il y a le maître qui se ramène, qui est censé être beaucoup plus fort et encore plus fort que Margit. Bon, voilà, donc les gens se retrouvent la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je pense, pour, je sais pas, on verra, ça dépend des épisodes, pour la suite donc des épisodes de Fairy Tail. Je vous conseille, si vous ne regardez que l'anime, de vraiment lire le manga les gens, parce que là, franchement, on est dans un stade où, si vous saviez ce qu'on voit, vous ne seriez pas là en train de regarder les épisodes et attendre la suite chaque semaine. Vous serez en train de lire déjà tous les scans manga qu'il y a. Et je vais vous dire encore une fois, c'est pas parce que vous lisez les scans manga que le visionnage des épisodes vont être plus chiants. Au contraire. Au contraire, l'anime de Fairy Tail rajoute des trucs par-ci par-là qui font que justement le visionnage parfois est un peu plus différent. Notamment Minerva, c'est un truc, franchement j'aurais pas vu l'anime, j'aurais jamais été au courant que. Et on l'a fait combattre contre d'autres types comme ça dans le manga, c'est pas apparu ça. Enfin je pense. Non, si, c'était pas apparu. Donc, en plus de ça, tu as une belle OST, des musiques assez sympathiques, très sympathiques même. Je crois pas qu'il y a eu de nouvelles OST employées ces temps-ci, mais regarder l'animé, c'est pas une mauvaise chose quand on a déjà vu le manga. Au contraire, je vous dis même, vous risquez même d'attendre certaines scènes dans l'animé encore plus. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée et une soirée. Et à la prochaine les gens. Voilà. Ciao ciao. Zou. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ces 3 derniers épisodes, et a fortiori du dernier épisode qui est sorti, vu que bon les 2 derniers, voilà, ça fait déjà 2 semaines. Donc parlez surtout du dernier qui est sorti, et dites-moi ce que vous pensez de Margit. Moi c'est un de mes méchants préférés, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ce type? Zou.